Bienvenue sur F1 TV pour débriefer ce Grand Prix d'Espagne de Formule 1 et puis voilà, nous plonger un peu dans cette campagne européenne qui commence puisqu'on se retrouve à Monaco dans un peu moins de 2 semaines. Monaco, c'est Charles Leclerc évidemment qui a été la révélation de ce début de saison après son exploit à Bakou, de nouveau dans les points ce week-end, Ziv, avec une Alfa Romeo Sauber et là, nous on a la chance d'être à côté d'une voiture absolument iconique, Ziv, l'Alfa Romeo 33, la TT12, championne du monde des marques en 1975. Waouh, c'est un quel bel auto, effectivement. Et alors on pense à Charles Leclerc, mais on va d'abord parler du Grand Prix, évidemment, avec un beau vainqueur, Lewis Hamilton, qui refait surface, qui a pris du plaisir à piloter sa Mercedes. Tout d'un coup, il y a une nouvelle spécification des Pirelli. Et Hamilton retrouve le plaisir et donc la pole et donc la victoire. Le rouleau compresseur s'est-il mis en marche? Ça, c'est la grande question parce qu'on s'est dit que Ferrari avait pris l'avantage. Et puis tout d'un coup, on voit que malgré tout, Hamilton avait après Bakou pris l'avantage au championnat. Et maintenant, il fait le break. Donc, est-ce que la tendance s'est inversée? Ça, c'est la bonne question, Pierre. C'est vrai, mais moi, je ne te cache pas que j'ai eu un petit peu de mal pendant ce Grand Prix, mais ça c'est Barcelone, c'est souvent comme ça sur ce circuit de Catalunya. En même temps, au qualif, les écarts étaient tellement faibles entre Mercedes et Ferrari essentiellement qu'on se disait ok, la course est plus ouverte qu'on imagine. Et comme tu l'as très bien dit, à Bakou, Hamilton a raflé la mise alors que Ferrari devait gagner ou qu'en tout cas Vettel s'est loupé, clairement. Et puis ici, on se rend compte que Ferrari lâche des points de nouveau en étant, je ne sais pas si c'est en étant sous pression ou en tentant un coup stratégique parce que à la régulière, ils n'avaient aucune chance de battre les Mercedes. Quand on voit à quel rythme Hamilton s'est isolé en tête en début de course, ça fait peur. On espère qu'on ne va pas revenir en arrière de 2 ans parce qu'on n'en est pas loin. Et ils ont tenté cette espèce de plan B avec ce deuxième pit stop sous prétexte de virtual safety car. Bon, visiblement, ça n'a pas marché au point que c'est pas Vettel sur le podium, c'est coucou le revoilou, Max Verstappen. Ah oui, Max Verstappen, bon, il a été parfait tout le week-end, il n'a pas fait d'erreur, et il a été un chouïa plus vite que Ricciardo, c'est bon à le dire. Il a quand même fait une petite erreur en rentrant c'était qui? C'était une Williams en vrac. Il a amoché son aileron avant pendant que tout le monde roulait au ralenti, donc ce n'était pas du tout nécessaire. Heureusement, ça n'a pas eu de conséquences. Il retrouve le podium et il le disait lui-même, ça fait du bien parce que ça faisait tout un temps qu'il n'avait pas été sur le podium. Les Red Bull étaient toutes proches aux essais qualifs, c'était très, très chouette à voir. Les trois grandes écuries sont vraiment dans un mouchoir de poche, mais derrière, c'est le gouffre. Et les autres terminent à un tour, Pierre. Ouais, mais ça on savait, et pour ça, Barcelone, c'est le juge de paix. Et qu'à partir il n'y a pas de safety car, ou en tout cas pas de vraie neutralisation de la course, du coup, les écarts s'accumulent. Et là, on a vu, on a vu la réalité, malheureusement. Alors, tu parles de Red Bull, pas loin des 2 autres top teams en qualif, en effet, mais bon... 1, 2, 3 dixièmes sur Barcelone, ça vaut cher, la preuve à l'arrivée. Et puis surtout, ce qui est inquiétant, ce qui est significatif, c'est de voir que Verstappen fait 3e et que les autres voitures à moteur Renault, que ce soit Carlos Sainz avec la Renault, que ce soit Fernando Alonso avec la McLaren, sont à plus d'un tour. Un tour! Alors là, les gars, ils disent c'est formidable, Renault, belle montée en puissance, McLaren, les nouvelles évolutions, marche merveilleusement bien. Et ils sont à un tour des Red Bull à moteur égal, mais on habite où là, les gars? Oui, mais il faut dire, le tour à Barcelone est assez court, donc, ok, c'est moins qu'un tour à Francorchamps, par exemple, mais c'est vrai que... On reste au-dessus de la minute, C'est vrai que maintenant, on avait dit, depuis le début de la saison, on connaîtrait la hiérarchie à Barcelone, et maintenant on la connaît, on a les 3 top teams, on a Mercedes, Ferrari, puis Red Bull, et puis on a Haas, on va parler de Grosjean évidemment, et de Magnussen. On a Haas, Renault, McLaren, voilà la hiérarchie aujourd'hui. Avec Force India quand même, qui n'était pas tout à fait à sa place ici, et qui est dans ce groupe-là. Et on connaît donc cette hiérarchie, et probablement que cette hiérarchie, à quelques coups d'éclat près, va être comme ça pendant toute la saison. C'est vrai, quelques coups d'éclat, comme par exemple
celui de Charles Leclerc, hein, puisqu'il nous fait de nouveau un top 10 en s'étant battu vraiment dans les 10 premiers, dans les points pendant tout le Grand Prix. On va reparler et de Romain Grosjean et de Charles Leclerc et des autres pilotes francophones dans la seconde partie de ce débriefing, mais je voudrais quand même revenir sur effectivement cette hiérarchie et le pourquoi du comment. C'est Pirelli qui a effectivement adopté pour ses circuits rapides des gommes de pneus, des pneus disons avec une couche de gomme moins épaisse, curieusement d'ailleurs, parce que ça provoque moins de ce fameux graining, ce fameux phénomène d'usure rapide. Et donc ce sera le cas également au Grand Prix de France sur le circuit Paul Ricard, ce sera le cas à Silverstone, donc tous les circuits avec des grandes courbes à long rayon. Et là, clairement, alors certains disent que c'est Mercedes qui a attiré l'attention de Pirelli là-dessus lors des essais hivernaux, et du coup Mercedes a un pneu qui leur convienne bien, mais il semblerait que Ferrari et Red Bull n'étaient pas beaucoup plus fiers pendant les tests. Et donc voilà, on pensait que Mercedes avait du mal avec les pneus, et puis là, finalement, c'est l'inverse, ils ont trouvé chaussures à leurs pieds. Oui, ça change un peu la donne, hein, et évidemment, il y a ceux qui parlent de complot, hein, Mercedes qui demande un autre pneu, qui l'obtient, et qui tout d'un coup, la hiérarchie est inversée. Il ne faut pas croire au complot dans ce cas-là. En général, c'est plutôt Ferrari qui est avantagé, hein, quand il y a moyen d'avantager quelqu'un, hein, l'histoire l'a montré. Donc ça, c'est l'ancien régime. C'est dans l'ancien régime, maintenant on n'en parle plus, on n'avantage plus personne. Ce qu'on veut, ce que les instances dirigeantes veulent, c'est de la bagarre. On aura de la bagarre parce que Ferrari et Mercedes vont se partager les victoires cette année, ça on le sait. On a l'impression qu'Hamilton a fait le break, mais bon, à Monaco, attention, on a vu l'année passée, Vettel a gagné haut la main, Raikkonen aurait pu gagner aussi. Donc, il ne faut pas enterrer les Ferrari. Donc, bataille à deux, Red Bull ne joue pas le championnat, peut faire un ou deux coups. À Monaco, je pense que Red Bull peut être dans le coup, parce que c'est le type de circuit où la Red Bull était très bien dans le dernier secteur à Barcelone. Je pense qu'ils ont un coup à jouer à Monaco. Pour conclure cette première partie sur plutôt les top teams, j'ai envie de dire aussi qu'après 5 manches sur 21 au championnat du monde, malheureusement, dans les teams, la messe est dite. Hamilton-Bottas, sorry pour Bottas, mais voilà, au départ, il manque un petit quelque chose. Ça se joue sur 4 centièmes aux essais. 4 centièmes, c'est rien, mais 4 centièmes à Barcelone, ça reste 4 centièmes. Et puis, chez Ferrari, pareil, Kimi, c'est de nouveau sur lui que ça tombe, et c'est quand même Vettel qui est devant, qu'on le veuille ou non. Donc, je pense que dans ces deux teams-là, pour le championnat, il y aura une hiérarchie et des consignes déguisées ou pas. Par contre, chez Red Bull, là, ça reste plus ouvert. On verra ce que ça donnera à Monaco lors du prochain Grand Prix.